C'est dans le cadre de la semaine autistique que l'association saint-quentinoise Autisme a organisé une soirée particulière. Faire témoigner 3 papas, tous les 3 pères d'enfants autistes. Il ne savait pas. José a une IMC, donc une infirmité motrice cérébrale. Donc à l'accouchement, il est resté mort pendant quelques secondes. Des témoignages poignants pour expliquer les difficultés d'élever des enfants handicapés dans notre société d'aujourd'hui. C'est pas simple, il faut le prendre sur soi-même déjà. Moi j'ai 3 enfants, donc c'est mon dernier, José. Donc j'ai l'expérience des 2 premiers, c'est un gros avantage pour moi. On est une famille de 5, c'est aussi un atout énorme. Après il faut savoir se mettre à sa hauteur, à son niveau. On a toujours tendance à être exigeant. Là il faut revoir toutes ces donnes, quoi. Il faut rabaisser l'exigence, être persévérant et essayer d'amener au mieux de ce que l'enfant peut faire. Et l'adapter dans la société, c'est encore un autre propos qui est encore très très difficile et encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les enfants qui sont atteints de handicap soient valorisés dans la société, ne serait-ce que dans un ESAT ou dans des choses comme ça où on demande de la performance, de l'objectivité, des résultats, quoi. Alors que là, on n'est pas on n'a pas une demande de résultats, on a déjà une demande de participation à la collectivité et ce serait déjà pas mal. C'est un combat de vie. C'est un combat de vie qu'on peut pas, qui peut pas finir. Ce combat, on l'a commencé dès sa naissance, dès qu'on a su que notre fils est autiste. Et on a commencé le combat et le combat il ne va pas finir. Alors on a commencé à se demander à gauche à droite comment ça se passe avec notre enfant. Un enfant autiste, c'est presque un enfant normal, d'un œil de parent. Mais il y a beaucoup de difficultés pour un autiste de s'intégrer à la société. Avec le regard des autres, le regard de la société et son encadrement. Mais pour moi, un enfant autiste, c'est un enfant comme tous les enfants du monde. Raconter son histoire devant plusieurs dizaines de personnes, ce n'est pas simple. Ces 3 courageux papas ont su braver leur pudeur et leur timidité pour nous expliquer que le handicap, ce n'est déjà pas facile à vivre. Si en plus nous n'avons pas de compassion, alors cela devient invivable. Un handicapé, c'est un enfant comme tous les autres, c'est un être humain comme les autres. Il a des sentiments, il a de la peine. Il peut vous donner beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et vous donner beaucoup de courage. C'est le plus important. Le courage que peut vous donner un enfant handicapé, ça peut vous donner à faire beaucoup de choses, à surpasser beaucoup de choses. Comprendre comment se comporter avec un enfant autiste. Et ça, oui, parade, premier de la liste. Après, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais très souvent, moi, ce que j'entends quand c'est « ça va? Et toi ?» En fait, si on analyse, ben on ne répond pas à la question. Mais non seulement on ne répond pas à la question, mais en plus on la renvoie. Correspondant pour les nouvelles le jour, Francis Essic aime se faire appeler troubadour le soir venu. Auteur, compositeur, humoriste, il a écrit plus de 300 sketchs. Par exemple, les optimistes, ils vont dire comme le temps. Auteur de 6 romans et polars, il se produit pour la première fois à la médiathèque Guy de Maupassant. La chose qui est sûre, c'est qu'il fait pas beau. L'idée ce soir, déjà, on m'a invité. Alors, au début, je dis bon, non. Puis après, je dis oui, quand même. Et je me suis dit, bah alors, on peut essayer de passer une soirée sympathique, une soirée tranquille, autour de mes chansons et puis de mes bouquins. Et essayer de tisser des ponts entre les uns et les autres. Voilà, une balade entre livres et chansons. Un moyen de mettre à l'honneur les écrivains locaux, d'autant plus que l'auteur signe son dernier recueil de poèmes, 51 poèmes pour Saint-Quentin. Très bien vécu, mais Saint-Quentin, c'est chez moi. C'est quelqu'un qui vient du théâtre, du café-théâtre. Donc il avait fondé à Mulhouse une compagnie, l'Ouvre-Boîte. Et donc c'est dans ce registre qu'on va l'écouter à travers des chansons et toujours aussi un parallèle avec la poésie sur Saint-Quentin. C'était bienfaisant
d'avoir de la poésie actuellement dans ce monde de brut. C'est un recueil qui n'a rien à voir avec ce que j'avais écrit auparavant, mais c'est une idée qui me trottait dans la tête dont j'arrivais pas à trouver la forme, c'est-à-dire parler de ma ville. Autant parler de ma ville que de parler de moi dans ma ville. Mon enfance, ma jeunesse, ce que j'ai vécu à Saint-Quentin, avec qui, comment, et surtout Saint-Quentin. Et ce soir, ils sont nombreux à être venus le voir dans cette ambiance très intimiste. Que l'on connaisse le personnage ou non, c'est souvent une découverte. De mon quartier d'adresse, j'aimerais alors assez, mais en toute innocence, me regarder passer dans la rue de mon enfant. J'ai, grâce à lui, édité mon premier recueil de poèmes et donc Francis m'a énormément aidé. Si il n'avait pas été là, je n'aurais pas édité. Voilà, et donc j'apprécie beaucoup. C'est un homme d'une très grande humanité et je lui dois vraiment une très fière reconnaissance. Voilà. Du plaisir de me laisser emporter par sa poésie. C'est musical, hein, sa poésie est musicale. Et voilà, me laisser emporter, prendre un bon moment, profiter d'un bon moment. Francis a quitté sa troupe de théâtre Louvre-Boîte en 2015, mais il aime toujours savourer les plaisirs de la scène et surtout parler de sa ville. Vous aimez sortir, vous promener ou encore partir en vacances, mais avec votre animal de compagnie, cela devient un peu compliqué. Le label Tout Tourisme existe. C'est pour fêter son implantation dans le Saint-Quentinois qu'une toutou-partie a été mise en place. 1 heure de balade avec au bout une surprise. La toutou-partie, en fait, c'est une promenade donc pour l'aspect promenade pour le chien et puis pour le maître. Donc, vous avez des arrêts avec des détails sur le patrimoine, la découverte du patrimoine, les différentes architectures qu'on peut retrouver dans les rues de Saint-Quentin. Et puis ça permet aussi la rencontre des différents propriétaires de chiens. Et je pense que ça, c'est un aspect qui plaît aussi pas mal, c'est l'aspect rencontre. Le label Tout Tourisme a été créé en 2007 pour aujourd'hui avoir 28 villes à son compteur. Nous sommes très contents et ravis que l'Office de tourisme et des congrès du Saint-Quentinois puissent donc rejoindre telle labellisation Tout Tourisme qui permettra ainsi à l'ensemble de nos visiteurs de pouvoir bénéficier véritablement de préconisations concernant les modalités en termes d'hébergement, de restauration ou à travers l'ensemble des différentes visites que nous proposons à nos touristes. On arrive dans un quartier un peu plus résidentiel. Des recommandations inscrites dans le Toutou Guide, avec plus de 30 établissements sur le Saint-Quentinois référencés dans celui-ci, ce qui permet de savoir où manger en compagnie de son animal ou encore de trouver un lieu pour dormir. Les tout-touristes en passage sur Saint-Quentin pourront se rendre dans l'office de tourisme où une surprise les attend. Quand les tout-touristes, on va dire les personnes qui voyagent avec leurs chiens viennent à l'office de tourisme, donc elles ont déjà à disposition le toutou bar qu'on a donc disposé à l'entrée. Et puis donc on distribue un petit kit d'accueil qui est composé donc d'un magazine 30 millions d'amis qui est le parrain du tout-tourisme, de l'opération tout-tourisme, des friandises, des petits sacs pour les déjections, pour ramasser les déjections. Donc c'est vraiment un petit kit d'accueil que l'on remet en plus du toutou guide. Une balade qui a fortement plu aux animaux comme à leur maître. Ah bah, ça me plaît parce que mes chiens c'est mes bébés, ma vie, donc me balader sans eux c'est impossible maintenant. Et pouvoir visiter la France avec mes chiens, c'est vraiment rêver. Je voulais m'intéresser, voir comment elle se déroulait la balade et pourquoi avec les toutous en fait. Et donc je trouve que la formule c'est l'accueil avec les chiens et je trouve ça très bien d'allier la visite et nos chiens. En France, 80 millions d'animaux de compagnie font partie de nos vies. Ils n'attendent qu'une chose, partir en balade avec vous. Grâce à une surveillance accrue de la basilique, les services techniques ont pu déceler des zones dangereuses. Priorité, sécuriser les balustrades côté ouest à l'aplomb du transept. Il y avait beaucoup de risques pour tout le monde, on va dire les passants, du bas. Oui, c'est vraiment menaçant, c'était menaçant, quoi. Une zone vraiment menaçante.
Une sécurisation qui demande un démontage complet des balustrades par une société spécialisée dans la rénovation des monuments historiques. Un protocole qui peut paraître violent au premier abord, mais qui est parfaitement maîtrisé par les techniciens. Eh ben, on les décèle une par une avec un palan manuel. On sangle sur l'échafaudage qu'on a restitué pour pouvoir déposer ces balustrades. Et une par une, on les descend, on évite beaucoup de les casser, de conserver des traces pour les retailler, les recréer et pouvoir, s'il faut, plus tard, reconstituer toute la balustrade. Voilà. Des balustrades qui se situent entre 15 et 20 mètres de haut, une hauteur qui nécessite une sécurité de tout instant. Il faut aussi faire attention au personnel qui prennent des risques aussi pour la dépose des balustrades, aussi aux passants du bas. Donc oui, faire très attention à nous et aussi aux passants. Voilà. Une dépose qui aura duré plus de 3 semaines. Les balustrades seront rénovées en atelier et réintégreront l'édifice dans les prochains mois. C'est un des plus gros chantiers sur l'agglo du Saint-Quentinois en 2022. La sécurisation de l'eau arrive à sa phase finale. Un dernier effort est cependant nécessaire, passer la canalisation sous le canal et rejoindre la station de pompage de Tourival. C'est un chantier qui se réalise en 3 temps. Donc le premier temps, c'est la réalisation du tir pilote. Donc avec une tête, on va se guider pour passer sous le canal et d'éviter les réseaux qui sont existants sur les bords du quai Gaillan. Donc on a les profondeurs, la direction de la tête. Donc quand ceci est terminé à la sortie, on démonte l'outil. Ensuite, on passe à la phase d'alésage. On va alaiser en 3 ou 4 fois le diamètre du trou pour passer au diamètre définitif avant de tirer la conduite. Et lors du dernier passage, on tracte la conduite de 500 mm derrière le train de tige et derrière l'aléseur. Un travail qui utilise les dernières technologies afin d'assurer une très grande précision. La profondeur est mesurée avec le détecteur qui est étalonné par rapport à la tête de forage. Et celui-ci nous donne la profondeur exacte à 5 cm de la tête en précision. Quelques jours avant ce passage de canalisation, les 150 mètres de tuyaux ont été soudés ensemble, une opération qui demande là aussi de la précision. Voilà, la conduite a été soudée à l'opposé du forage, à la sortie. C'est la soudure miroir qui était soudée bout à bout. La conduite va être testée à la pression et ensuite elle sera tractée dans le trou et ensuite on fera un essai de pression à l'eau quand celle-ci sera posée. Un chantier inédit par sa complexité et sa longueur, mais qui était devenu prioritaire. L'opération est d'assurer une interconnexion entre 2 ressources importantes pour la communauté d'Agglo de Saint-Quentin et éviter des problèmes d'approvisionnement en eau potable en cas de dysfonctionnement d'une des 2 ressources. C'est-à-dire qu'avec l'une des ressources, on pourra alimenter l'autre et inversement. C'est une interconnexion permettant de sécuriser l'alimentation en eau potable de la communauté d'agglomération. L'idée, c'est d'avoir en tout temps assez d'eau pour alimenter la population. Avec près de 3 millions d'euros de travaux, cette sécurisation de la distribution permet d'assurer dans les années à venir une alimentation en eau potable sûre et de qualité. Pour certains, ce son vous ramènera en enfance. Pour d'autres, il ne vous dira peut-être rien. Pendant 3 jours, cette salle de concert se transforme en véritable salle d'arcade. C'est la 2e édition de cet événement qui porte bien son nom, la Zik & Geek Week. Le principe, c'est de pouvoir proposer des temps en milieu scolaire, des temps avec les centres sociaux et de finir en apothéose, si on peut dire, sur une soirée concert en fin de semaine avec un accès libre aux bornes d'arcade et puis un petit temps festif autour d'un apéritif. On a une première semaine qui est dédiée à l'accueil des scolaires qui vont pouvoir profiter toute la semaine des ateliers proposés par l'association. Accès aux bornes d'arcade, aux ateliers et au pixel art. On a un point d'orgue le vendredi soir avec une soirée concert. Libre accès aux bornes encore une fois et moment convivial avec apéritif. Des bornes d'origine, celles-ci par exemple datent des années 80. Elles ont fait un long voyage, 400 km pour relier Dijon à Saint-Quentin. Il va y avoir tous les gros classiques comme Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, Galaga. Vraiment voilà, les gros classiques de l'arcade qui ont cartonné fin 70, début 80.
C'était à l'époque où justement il y avait encore des salles d'arcade où on pouvait se retrouver autour de bornes, autour de flippers. Voilà, et puis dépenser l'argent de poche de la semaine. Ça permet aussi de recréer un lien à l'heure actuelle où tout se fait en réseau, tout se fait en ligne. Alors que voilà, à cette époque-là, pour jouer aux jeux vidéo, on se retrouve avec les copains, même avec la console de salon, on invitait les copains à la maison autour de la console. Un retour vers la préhistoire des jeux vidéo. Une découverte pour les plus jeunes, un bon moment de nostalgie pour les moins jeunes. Ah bah carrément, c'est nostalgique quand on voit Pac-Man, quand on voit Galaga, tout ça, c'est des jeux que j'ai connus dans mon enfance et que je redécouvre ici. Donc très très bien, en plus ça fait toujours plaisir que les jeunes puissent redécouvrir un peu ces anciens jeux. Outre une soirée-concert organisée vendredi à la Manufacture, ces bornes seront également en accès libre à la médiathèque jusqu'au 20 avril, de quoi vous laisser le temps d'atteindre votre meilleur score. Avec la conjoncture de ce début d'année, les cours du carburant ont bondi, le diesel largement utilisé dans le transport routier a quasiment doublé. Il est plus que temps de réfléchir à la transition énergétique pour les professionnels de la route, mais par quoi remplacer le gasoil ? Écoutez, c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est le cœur du sujet. Aujourd'hui, les transporteurs se posent d'énormes questions, les constructeurs également, sur quelle est l'énergie à utiliser, l'énergie adoptée, celle qui convient le mieux suite aux évolutions des normes, à la décarbonation de l'ensemble du transport et même de l'ensemble de la planète, afin de répondre à l'ensemble des exigences, notamment les exigences des ZFE, donc des zones à faible émission, qui vont commencer à voir le jour et qui commencent à voir le jour d'ailleurs dans toutes les agglomérations, les villes de plus de 150 000 habitants. Donc aujourd'hui se dessinent plusieurs pistes. On a la piste bien évidemment électrique, on a la piste gaz, on a la piste également baissant. Donc le baissant est un carburant issu du colza qui a aujourd'hui une facilité, c'est qu'il y a très peu de modifications, de changements d'habitude, que ce soit au niveau des transporteurs ou au niveau des sociétés qui entretiennent les véhicules, parce que ce sont des moteurs thermiques. La problématique du baissant, c'est que c'est un carburant qui n'est pas distribué le long de nos routes, donc c'est un carburant interne. Donc il faut mesurer l'autonomie pour pouvoir faire son trajet et pouvoir rentrer chez soi. Bien sûr, comme les véhicules grand public, l'électrique fait une percée dans les transports, mais avec quelques impondérables. Chez Renault Trucks, nos véhicules sont 100% électriques, donc à batterie. Donc là, la problématique, c'est une problématique d'autonomie, de distance et une problématique également de poids embarqué, parce que bien évidemment les batteries représentent un poids certain et donc pénalisent la charge transportée. Et ensuite, on a les énergies gaz, donc issues de produits souvent à base de carbone, et également le biogaz qui, lui, peut être issu de la revalorisation des déchets ménagers. Donc en gros, aujourd'hui, ce sont les axes les mieux définis, et ensuite un dernier axe qui devrait voir le jour très rapidement maintenant, celui de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, aujourd'hui, semble être le carburant qui sera peut-être le mieux adapté, parce qu'il bénéficie de la rapidité d'un produit type gasoil pour faire le remplissage, ça va très vite, et bénéficie également de la technologie du véhicule électrique qui est un véhicule propre. Donc ça semble être à moyen terme maintenant peut-être la solution qui va se dessiner, mais reste encore à mettre en place pas mal de points techniques sur les systèmes de remplissage, sur l'installation d'un réseau de distribution national voire européen. Et puis ensuite, effectivement, de regarder si cette technologie
hydrogène peut s'adapter à tout type de motorisation et dans quel cadre. Avec un peu plus de 600 000 poids lourds en circulation en France chaque année, la transition n'est pas qu'une affaire économique. 99% du parc de poids lourds roule au diesel, ce qui représenterait 40% de la pollution par oxyde d'azote. Si on croise du monde, vous lui en dites que vous êtes régisseur. Exactement. Le speech, vous êtes régisseur stagiaire le temps d'une petite heure. Rouvert récemment au public, le théâtre Jean Vilar a trouvé une façon bien originale de faire découvrir ses coulisses. C'est un des endroits les plus étroits qu'on va visiter, pourtant c'est là qu'il faut qu'on reste le plus discret, puisque normalement les techniciens n'ont pas grand chose à faire en loge. Donc on va éviter qu'on nous pose trop de questions, n'hésitez pas, visitez, allez vous promener. D'ici 1 heure, la compagnie La Particulière fera son lever de rideau avant la représentation de la pièce Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Une façon bien particulière de faire visiter un théâtre à l'italienne. Pour moi, ce qui était aussi intéressant, c'était de promouvoir un peu mon métier. Parce que c'est un métier qui est un petit peu secret, un petit peu caché. Et parfois, on met aussi dans ce métier un truc un peu sacré en disant « Oh là là, mais quel métier formidable !» machin. Et moi, c'est un métier formidable, hein. C'est mon métier, j'adore faire mon métier. Mais c'est aussi un métier comme un autre. C'est-à-dire que moi, je viens et je travaille et je suis payée pour ce que je fais. Et c'est pour un tout petit peu désacraliser, pas trop quand même, hein, il faut que ça reste quand même un truc sacré, mais désacraliser un petit peu le métier pour que les gens se rendent compte qu'en fait, on travaille énormément, que c'est beaucoup de travail en fait aussi avant un spectacle, parce qu'on a tendance à penser que peut-être les comédiens... ils viennent et puis ils font leur spectacle, mais en fait il y a énormément de préparation avant, que ce soit de la préparation technique et aussi un petit peu de se rendre compte que des corps de métier qu'il y a autour de nous. Il n'y a pas que les comédiens, il y a les régisseurs, les techniciens, tous les les ouvreuses, la prod, la ville qui nous accueille. C'est énorme à un certain endroit, donc il ne faut surtout pas y toucher sinon. Donc la grande scène de la grenouille, on la fait comment? Pour les comédiens, l'exercice est bien différent, la cadence est soutenue. 5 de ces journées sont prévues sur les mois d'avril, mai et juin, pouvant aller jusqu'à 4 représentations par jour. Donc au plus, le spectacle était un succès. Donc on souhaitait beaucoup de merde aux comédiens avant de jouer et c'est resté quoi. C'est surtout didactique en fait, il faut expliquer bien aux gens ce qui se passe, etc. Et en même temps il faut être dans le jeu, donc faut réussir à bien expliquer les choses. C'est ça tout le truc qui peut être plus difficile entre guillemets, mais qui fait partie du métier aussi, quoi. On s'amuse beaucoup, c'est ça qui est cool dans ce métier, c'est quand on fait des choses comme ça, nous on est super. Là on vient de Paris, on arrive à Saint-Quentin, on est très content d'être là et de jouer et d'être en troupe, d'être dans cette compagnie-là, c'est très agréable. Et puis de revoir les techniciens ici aussi. La machinerie. En fait, l'idée, ça a été de conserver la structure qui existait déjà. C'est des perches contrebalancées. On a gardé cette structure, mais on l'a un peu rénovée. En tout, les métiers de la scène rassemblent facilement une vingtaine de professions. Après 2 ans de travaux, la nouvelle machinerie contrebalancée de la scène accueille ses premiers spectateurs. Alors en fin de compte, c'est un endroit qu'on visite régulièrement, mais d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'on peut venir découvrir l'histoire du théâtre, du bâtiment. Là, vraiment, on l'a orienté sur la vision qu'ont les comédiens quand ils viennent dans un théâtre. Et du coup, ça nous permet également de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire le plateau avec les mécanismes de scène, la façon dont on travaille, voilà. Ok. Donc là, on se rend compte qu'on a donc une perche ou une porteuse en acier. On ne s'imagine pas l'envers du décor, la patience, les accessoires, les habits qui déconnent. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas au dernier moment. Et derrière, c'est une véritable machinerie. Les régisseurs, ils ont un boulot phénoménal avec les lumières, les décors, etc. Donc j'ai trouvé ça très instructif pour moi. Je ne connaissais pas tout à fait l'envers de ce décor. Visite super, mise en situation géniale et pour tout âge, que ce soit enfant, plus vieux, c'est vraiment une bonne initiative. Ça vous dérange si je vous fais une demi-réplique pour voir si je parle assez fort? Non, vas-y. Enfin, c'était un petit peu pas théâtral, mais je veux dire, c'était vraiment leur vie. On s'y croyait presque, ouais. Et on avait envie d'être avec eux et d'être régisseur avec eux. Toutes les prochaines dates sont déjà complètes, mais pour les plus curieux qui voudraient quand même visiter le théâtre, rassurez-vous, car des événements similaires pourraient bien se mettre en place.